Le 30 septembre 1938, il y a les accords de Munich. Ces accords de Munich ne sont pas en notre faveur, car ils vont permettre à Hitler d'envahir la Yougoslavie. Le 4 septembre, les affiches de mobilisation générale... Ah non, le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Le 4 septembre, les affiches de mobilisation générale sont placardées. Et devant ces affiches, il y a tous les hommes qui regardent et qui cherchent la date où ils doivent regagner leur caserne. Moi, je vais voir aussi ces affiches, même si je ne suis pas pour être mobilisé, et j'entends les hommes qui disent, bon, en 1918, on leur a filé la pâtée aux Boches, eh bien, on va faire la même chose, et dans 6 mois, on sera de retour chez nous. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. 9 mois plus tard, ce ne sont pas les Français qui reviennent chez eux, mais les nazis qui rentrent dans Paris. En voyant le lendemain sur les journaux la photo de ces régiments nazis près de l'Arc de Triomphe, j'ai pleuré parce que je croyais que nos armées, on nous l'avait tellement dit, étaient invincibles. Vous savez, les soldats, les poilus de 1918 disaient toujours c'est la der, il n'y aura pas d'autre guerre. Malheureusement, ça s'est passé. Le président du Conseil élève Charles de Gaulle, que personne ne connaît, au titre de général à titre temporaire. Et il envoie le 16 juin de Gaulle à Londres pour demander une aide de la RAF pour aider notre armée en déroute. Il revient le soir même avec un document qu'il doit faire signer par Paul Reynaud, mais apprend que celui-ci a démissionné et qu'il est remplacé par Philippe Pétain, par le président de la République, Albert Lebrun. Le 17 juin, à 12h30, Pétain demande l'arrêt des combats et de sa voix chevrotante annonce « C'est le cœur serré que je vous demande d'arrêter le combat ». Le même jour, en fin de soirée, un homme, un Corrézien, un député chrétien de la Corrèze, Edmond Michelet, lance un tract à Brive-la-Gaillarde dans lequel il dénonce la capitulation et appelle déjà à la résistance. Le 18 juin, de la BBC de Londres, le général de Gaulle lance un appel. Il demande d'abord à Churchill l'autorisation de se servir de sa radio. Et Churchill lui dit, il n'y a pas de problème, je vous donnerai l'autorisation, mais avant, je veux voir votre discours. Donc, il fait préparer un discours par la secrétaire, et il le présente, et malheureusement, il est refusé, parce que De Gaulle accuse Pétain de collaboration, déjà. Mais les Anglais ne le croient pas, on sait toujours que Pétain peut se retourner et se mettre contre les Allemands, ce qui ne s'est pas passé, bien sûr.
De Gaulle, donc, va voir Churchill, lui demande de l'aider à part son aviation, à déployer une partie de l'armée française qui est acculée par les Allemands. Et Churchill lui dit, mais notre aviation, on en a aussi besoin, nous. Et propose de faire de la France et de l'Angleterre un seul pays, au moins pour la durée de la guerre. De Gaulle rentre en France, va à Vichy où se trouve le gouvernement de la France et présente ce projet, mais on lui dit, M. Paul Reynaud a démissionné, donc c'est pas eux qui peuvent le prendre, mais vous le présentez à Pétain. Pétain refuse même de le lire. Il commence à lui dire, si vous avez d'enfantillage, ce que vous faites, ce que vous voulez faire, c'est pas possible. J'ai demandé les arrêts de combat et je vais demander une armistice à l'Allemagne. Tout ça se fait. Mais De Gaulle, lui, dans l'appel qu'il lance le 18 juin, parce qu'il arrive quand même à présenter cet appel d'une manière à être accepté par les Anglais, demande la poursuite de la guerre et appelle les Français qui ne voulaient pas, qui voulaient continuer la guerre, à la résistance. Donc, le maréchal Pétain veut arrêter la guerre et demande l'armistice, alors que De Gaulle veut continuer le combat. Et pour moi, c'est De Gaulle qui a raison. On ne peut pas accepter, la France ne peut pas accepter de subir les lois du nazisme. À ce moment-là, commencent à se créer des petits groupes de résistants. Je donne la main, je suis jeune, j'ai que 17 ans. Je vais voir des camarades qui font déjà de la résistance et je me mets à leur disposition pour la distribution des tracts et journaux qui appellent à la résistance aussi. Et je fais ça pendant presque un an. Et puis un jour, je dis au camarade qui m'a fait venir, qui me demande de l'aider, j'ai dit, mais moi, je voudrais bien faire partie d'un groupe de résistants aussi. Donc il m'a dit, il fallait me le demander. Et je rentre dans un groupe qui s'appelait l'Organisation Secrète. Cette organisation n'était pas une résistance contre les Allemands, mais la résistance contre le gouvernement français qui avait emprisonné beaucoup de monde, en particulier les communistes, et qui demandait la libération de ces gens-là, de ces camarades-là. Et donc j'ai fait ce travail pendant un an avec ce copain, et puis un jour, ce copain vient me trouver, il me dit, ça y est, je suis dénoncé à la police, je vais être arrêté, donc je suis obligé de me sauver, de me cacher. Il va rejoindre un groupe qui s'appelle le groupe Guy Mollet en Corrèze, et moi je continue tout seul à distribuer les tracts et journaux. En 1942, je suis arrêté je suis dénoncé à la gendarmerie, donc convoqué, les gendarmes me convoquent et me disent, bah, on a appris que tu distribuais du matériel de la résistance alors que c'est interdit. Je me défends comme je peux en disant, mais vous riez, moi je travaille toute la journée sur un chantier du bâtiment, vous croyez que la nuit je vais m'amuser à distribuer les journaux? Même si je le faisais, je n'étais pas obligé de le dire. Et puis il y a un gendarme qui vient à mon secours un peu en disant, mais écoutez, ce gamin il a raison,
il travaille toute la journée, c'est pas la nuit qu'il va s'amuser à traîner dans les rues pour distribuer. Et on me laisse partir. Je continue dans mon travail de diffusion et je suis convoqué une deuxième fois, toujours par une lettre anonyme qui me dénonce. Et il y a un gendarme, c'est toujours le même d'ailleurs, qui me vient à mon secours en disant « Mais foutez-lui la paix, arrêtez, c'est des lettres anonymes, on n'a pas à tenir compte de lettres qui ne sont pas signées. » Donc je ressors. Et malheureusement, fin 42, je suis en train de c'était en plein hiver, au mois de février. J'étais en train de distribuer des journaux et des tracts sur la résistance qu'on mettait sous le pull-over et qu'on sortait un par un pour les glisser sous les portes. Et j'étais en train de faire ça et au coin d'une rue, je suis ébloui par une lampe électrique et qu'est-ce que je vois? Un gendarme. Et ce gendarme me dit « Tu ne pourras pas nier, on te prend sur le fait. » Et moi, je dis au gendarme « Mais vous vous trompez, je viens de ramasser ce papier et je cherche une poubelle pour aller le jeter. » Et j'avais un copain qui faisait la même, qui n'est jamais rentré dans la résistance, mais qui m'aidait à faire cette distribution, qui était de l'autre côté du boulevard. Et quand il voit que je suis en prise avec les gendarmes, il prend peur et se met à courir. Et à l'époque, les chaussures étaient faites avec des semelles de bois, et ça claquait fortement. Et les gendarmes ont dit « Ah ben ça doit être lui qui fait cette distribution, il me lâche moi pour courir après lui, il ne risque pas de le rattraper. » Et moi, ça m'a permis de me libérer. Et en 42, fin 42, la zone libre, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais sur la carte, vous avez là une carte, la France est divisée en 3 parties. Il y a la zone interdite, qui est le nord et l'est. Pourquoi? Parce qu'il y a les charbons, il y a les mines de fer. C'est une richesse pour les nazis. Et puis, il y a le reste de la France, occupé, toute la côte atlantique pratiquement. Et il y a un petit tiers de la France qui est ce qu'on appelle la France libre. C'est un bien grand mot parce que les lois ont été dictées par les Allemands et même la zone libre, eh bien, on recevait, on avait tout un tas de droits qui avaient disparu. Et en 1942, un jour, il y a un gendarme qui vient trouver ma tante qui tenait un café et lui dit « Vous savez où est votre neveu ?» Il me dit « Oui, il est sur un chantier à la gare, vous pouvez aller le voir. » Non, mais lui dit « Je ne veux pas le voir, mais je voudrais que vous le préveniez. On a reçu un dossier de la préfecture. Cette fois-ci, il ne va pas échapper, il va être arrêté. » Un gendarme qui vient me prévenir que je vais être arrêté. Donc évidemment, ma tante envoie un de mes amis sur le chantier pour me le dire. Je quitte le chantier, je vais me cacher dans un bâtiment de ferme qu'un paysan, qu'un fermier a bien voulu mettre à notre disposition pour se cacher en attendant de rejoindre les maquis. Et donc je reste 4 jours dans cet abri. Je suis nourri par le paysan, bien nourri même. Et puis il y a un camarade qui vient me chercher et je rejoins le groupe Guy Moquet, le maquis Guy Moquet, qui se trouve en Corrèze, près de Marcillac-la-Croisille et près de Tulle. Et là, je retrouve 17 personnes
venant d'un peu tous les coins de France. Il y a des Alsaciens, il y a des gars du Nord. Et c'est un groupe de résistance qui a pris le nom de Guy Môquet, en hommage au jeune Guy Môquet qui a été fusillé. Et voilà, je passe tout mon temps dans ce camp, pas très longtemps parce que 17 jours exactement. Je suis de garde et puis un matin, vous savez, un maquis, c'était dans les bois, il y en a qui sont dans les grottes, là où il y a des grottes. Enfin. Et nous, comme abri, on n'a qu'un parachute, on a trouvé un vieux parachute qui était beaucoup plus grand que les nouveaux, parce qu'il y a des tissus nouveaux, qu'on avait tendu et on avait fait un abri là-dessous. On couchait par terre. Alors on avait mis quelques herbes, quelques branches pour essayer de nous isoler de la terre, mais on dormait comme ça. Et comme je dormais très mal, moi, j'étais de garde pratiquement toutes les nuits. Et un matin, alors, il y avait une route stratégique qui reliait Tulle à Bordeaux. Tulle, il y avait l'usine d'armes du cycle, qui était évidemment contrôlée par les Allemands. Et cette route, donc, était très importante pour eux. Et un matin, justement, je suis de garde. Alors, il y avait la route, il y avait une pâture, une grande pâture qui faisait 100 mètres de profondeur sur 60 mètres de large. Et puis, après ça, le bois où on était, sous cette toile de tente qu'on avait créée. Et je vois sur la route des Allemands qui passent en moto. Il y en a 2 qui passent, mais qui continuent la route. Et derrière, il y en a 2 autres qui arrivent, mais qui s'arrêtent dans la pâture. Il y a un camion qui arrive avec eux. Ils sortent du camion une perche avec des indications que je ne peux pas lire parce qu'elles sont en allemand. Et là, je commence à paniquer un peu et je vais voir le chef de camp. Et je lui dis, viens voir, mais je pense qu'il y a peut-être un danger dans... Alors il vient et puis il me dit oui, parce que tu vois, ce panneau qu'ils ont mis là, veut dire qu'ils vont bivouaquer dans le pré qui est devant nous. S'ils bivouaquent là, ils vont rentrer dans les bois pour des besoins ou on ne sait pas pourquoi. Il faut donc qu'on parte de là. On revient jusqu'à notre abri, on le démonte, on met ça dans un trou et on avait quelques ustensiles de cuisine parce qu'on mangeait, même dans le maquis. On met tout ça, on cache des branches, des feuilles, on camoufle ça et dissolution du groupe. Et au moment où moi je pars, le chef me rappelle, le chef de groupe, c'est un ancien lieutenant de l'armée française, et qui me dit, toi, Jean, avec ton copain du Lot, je voudrais que vous redescendiez dans le Lot pour trouver une structure d'accueil, car de plus en plus de jeunes veulent rejoindre la résistance. Et il y a tous ceux qui sont partis pour le STO, qui ont eu une permission, ne veulent pas repartir en Allemagne. Donc ils vont chercher à rentrer dans les groupes de maquis. Donc il me dit, choisis 2 camarades que tu veux amener avec toi, et vous descendez dans le Lot. Évidemment, je prends mon camarade Renard, on était de la même ville. Et puis, il y a un petit Alsacien qui s'appelle Constant Edouin. Et
un Marocain qui s'appelle Ali, c'est tout ce qu'on connaît de son nom. Et nous voilà partir à pied. Alors on devait suivre une petite rivière qui se jetait justement dans la Dordogne, l'affluent de la Dordogne. Et donc je devais suivre cette petite rivière qui nous amenait jusqu'à la Dordogne. Après on suivait la Dordogne qui passe à Souillac, dans mon village, donc pour aller trouver cette structure d'accueil où on savait à peu près où on allait se mettre. On couche la première nuit, on a fait une trentaine de kilomètres. On couche sur le bord du ruisseau parce que, évidemment, quand on partait comme ça, on n'avait plus de papier, rien du tout. On ne pouvait pas prendre les cars ou le train parce que les cars et les trains étaient surveillés par la Gestapo depuis 1942. Donc il fallait partir à pied en suivant tout ce qu'on pouvait. Donc on couche sur le bord de la petite rivière, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, et le lendemain, on se réveille pour repartir, reprendre la route. Et on s'aperçoit, on a une carte routière, et on s'aperçoit que ce petit chemin est fermé par... il y a un pont, et l'arche du pont ferme ce petit chemin. C'est-à-dire qu'il faut monter sur la route pour redescendre de l'autre côté pour se remettre à l'abri. J'envoie un camarade à la base, mon camarade Renard, je lui dis « Renard, tu connais bien, toi qui connais bien le pays, va en avant, va voir un petit peu s'il n'y a pas de danger, parce que les routes et les ponts étaient surveillés par les gendarmes, par les GMR, et quelquefois par les Allemands d'ailleurs. Alors je lui dis, va voir s'il n'y a pas de danger, et puis s'il n'y en a pas, on part. Bon, il va voir, ça met un quart d'heure, il revient, il dit, on peut y aller. Eh bien, en demi-heure, le temps qu'on revienne le bassin, il y avait un quart de GMR, un groupe mobile de réserve, qui était arrivé. Mais on ne le savait pas. C'est-à-dire que quand on est monté sur la route pour repasser de l'autre côté, eh bien on s'est trouvé devant les GMR. Les GMR, c'était une police qui avait été créée justement pour arrêter tous les résistants. Donc, on est arrêté. On aurait pu dire qu'on était des promeneurs. Mais on avait des armes. Des armes qui ne marchaient pas, mais comme c'était pas marqué dessus, elles étaient quand même assez importantes pour nous. Je vais vous dire pourquoi. Quand on rentrait dans la... Vous savez, en France, on ne vivait qu'avec des titres d'alimentation. Tous les mois, on recevait de la préfecture des cartes d'alimentation pour le pain, pour la viande, pour tout ce qu'on pouvait acheter, même les vêtements, il fallait des tickets. Et quand on rentrait dans la clandestinité, eh bien, on n'avait pas ces tickets. Donc, il fallait qu'on en trouve. Alors, on allait dans les mairies et on disait à la secrétaire de mairie, vous avez des tickets d'alimentation? Eh bien, oui, bien sûr. Eh bien, il faut nous les donner parce que nous aussi, on a le droit de manger. Et elle nous les donnait. Parce que, en voyant les armes, ça les intimidait un petit peu et elles n'avaient pas envie qu'on s'en serve. Donc, elle nous donnait les tickets. C'était un avantage pour elles, parce que quand elles allaient à la préfecture, parce que, bien sûr, on n'allait pas laisser un village mourir de faim sous le prétexte qu'on leur avait piqué les tickets. Il suffisait de les demander à la préfecture et rembourser tous les tickets qu'on leur avait volés. Et ces armes les avantageaient, parce que si elles avaient dit j'ai donné les tickets comme ça, il fallait refuser. Mais quand elles disaient c'est des gens en armes qui sont venus, ils nous ont demandé les tickets,
On leur posait pas de questions, on disait on vous comprend, et on rendait les tickets qui manquaient. Et voilà pourquoi on avait ces armes-là. Mais voilà pourquoi aussi on ne pouvait pas dire qu'on était des promeneurs. Et donc ils nous ont arrêtés. Ils nous ont amenés à leur casernement parce qu'ils étaient fiers d'avoir arrêté 4 résistants qu'ils appelaient des terroristes à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Ils nous amènent donc à leur casernement pour faire voir à leur chef qu'ils avaient arrêté 4 terroristes. Dans leur cas, ils nous donnent à manger à midi, nous font manger à midi, et on est fermé dans une pièce avec 2 gardes devant la porte pour nous empêcher de nous sauver. Et le soir, ils nous amènent à la prison de Tulle. On arrive à Tulle, on nous met dans 2 cellules. Moi, je dors avec un droit commun, et mon copain aussi avec un droit commun. Vous savez ce que c'est que les droits communs? Quand je parle des droits communs, ce sont les voleurs, les assassins, les violeurs, enfin tous ceux qui font vraiment des actes qui ne sont pas permis. Donc moi je couche là et j'apprendrai le lendemain que dans la cellule où j'ai couché avec le type que j'ai couché, c'est un type qui a assassiné, qui a tué sa femme. Si je l'avais su la veille, je n'aurais pas dormi. Hein. Mais comme je l'ai su que le lendemain, j'avais qu'à passer une bonne nuit. Mais quand on se retrouve, les 4 copains dans le chauffoir, une pièce spéciale pour rester dans la journée, on dit, mais quand même, on est 4, on a 2 gardiens qui sont déjà assez âgés, on pourrait quand même tenter une évasion. Alors on reste une dizaine de jours comme ça, puis un jour il y a un autre résistant qui arrive, c'est-à-dire qu'on est 5. Il s'appelle Delbos aussi, comme mon camarade, c'est un coiffeur. Et on décide de tenter le coup. On agresse, c'est beaucoup dire. Il faut qu'on ait la clé. Il y en a un des gardiens qui a toutes les clés des portails et tout ça. Il faut qu'on ait la clé pour ouvrir le portail qui nous amène à la sortie. Donc, en essayant de lui prendre cette clé, malheureusement, elle s'est retournée. Ils ont des clés qui sont longues comme ça, qui retombent, donc il a une blessure sur le front. Mais il ne porte pas plainte pour ça. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à partir du moment où il y avait des résistants dans la prison, ce que le gouvernement appelle des terroristes, il ne dit pas des résistants. Autour des prisons, devant les prisons, il y a de la police, c'est-à-dire c'est des GMR, des gendarmes ou une autre police, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment ils appellent, ça va me revenir. Et donc, quand on tente notre tentative d'évasion, bon, on est facilement... on a facilement maîtrisé nos 2 gardiens qui se sont laissés faire sans trop de problèmes. Mais par contre, quand on prend la porte pour sortir dehors, eh bien, il y a toutes les polices qui nous attendent, baïonnettes au canon. Donc, on n'a qu'une source, c'est de faire de machine arrière et de regagner notre chauffoir. On rentre dans notre chauffoir. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le lendemain de notre arrivée, on nous avait mis, je vous l'ai dit, dans des cellules avec des droits communs. Donc on fait une manifestation à 4, c'est-à-dire qu'on n'avait pas grand-chose pour manifester. On n'avait que nos gamelles en fer. Avec nos gamelles en fer, on fait un bruit infernal en tapant sur les portes pour attirer l'attention d'un gardien, mais surtout du directeur. Il y a un gardien qui arrive tout très vite, il dit « Mais qu'est-ce que vous avez à taper comme ça ? On veut voir le directeur, on veut voir le directeur. » Comme il dit « C'est pas possible, il ne va pas vouloir venir. »
On continue à taper, et puis à un moment donné, le directeur vient et nous demande pourquoi vous faites ce barouf là. Et on lui dit, monsieur le directeur, vous nous avez mis avec des droits communs, alors que nous ne sommes pas des droits communs, nous sommes des résistants. On veut être dans des cellules à part. Et c'était le règlement de toute façon de toutes les prisons, dont on nous met dans une cellule à part, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucun contact avec les droits communs. On a même une petite cour pour se promener le matin et le soir, mais séparée complètement de la cour des droits communs. Et bien sûr, on est condamné, on passe devant un conseil de discipline, et on est condamné à 15 jours de mitard. Le mitard est une cellule un peu particulière. C'est un espèce de couloir qui fait 2 mètres de long et 1 mètre de large. Le lit, c'est une planche qu'on relève la journée pour pouvoir circuler dans ce couloir. Le soir, on la baisse pour pouvoir dormir, mais il n'y a qu'une planche. Il n'y a pas de paillasse, il n'y a rien du tout. Mais ils ne peuvent pas nous mettre là-dedans parce qu'on est 4, on est 5 même. Et il n'y a qu'une cellule comme ça, évidemment, pour une petite prison dont on ne fait pas. Mais on est privé de visites, de colis, de courriers, et on est au pain et à l'eau. Moi, ça ne me gêne pas beaucoup parce que je ne mangeais que le pain, parce que tout le reste avec goût de lessive. Mais ce jour-là, où on tente, le lendemain, on a essayé de se sauver, j'ai une tante et ma mère qui viennent me voir et qui m'amènent du linge que j'avais réclamé, parce que j'ai juste une chemisette, un pantalon et puis mes souliers de travail sur moi. Et les nuits sont fraîches des fois, donc je ne sais pas ce qu'il faut vraiment pour vivre dans les bois. Ou pour être en prison. Mais malheureusement, on n'a pas le droit de le voir puisqu'on est privé de tout ça. Et on attend comme ça pendant 15 jours. Et au mois de septembre, il y a le gardien qui nous garde et qui nous dit, demain, vous partez de la prison. Où on va? Ah, on ne sait pas. Ils ne veulent pas nous le dire, quoi. Il y a une voiture cellulaire qui vient nous chercher, on monte dans la voiture cellulaire et on arrive à Limoges. Pourquoi Limoges? Parce qu'à Limoges, il y a un tribunal et dans ce tribunal, il y a une section spéciale qui est faite pour condamner ceux qu'ils appellent les terroristes et nous, les résistants, bien sûr. Et on arrive à Limoges. Alors pourquoi Limoges? Parce qu'il y a un tribunal et il y a ce tribunal pour nous juger. Le lendemain, on est dans les cellules séparées, les 4, les 5. Et le lendemain, je vois un avocat qui arrive et qui nous dit, voilà, je suis un avocat désigné d'office, je ferai mon travail d'avocat, mais si vous voulez le fond de ma pensée, vous, comme tous vos compagnons, on devrait vous passer par les armes. Ça me fait un peu rire parce que on pense que l'occupation de la France va se terminer dans les 15 jours ou le mois à venir, donc tout ça sera caduc, bien sûr. Malheureusement, il faudra attendre un peu plus longtemps. Alors on passe devant ce tribunal. C'est vrai que l'avocat qu'on m'a donné me défend vraiment en disant, voilà, c'est un jeune, il a été influencé par sa famille, ce sont des communistes,
Alors, il faut le comprendre. Ce mot communiste, c'est le seul mot qu'il ne fallait pas dire à l'époque, parce que ça pouvait vous amener à la mort. Mais on n'est pas condamné à mort, on est condamné à 5 ans de travaux forcés, alors qu'il y en a un qui est libéré parce qu'on dit qu'il était en otage, pour le faire parler, parce qu'il est toujours en train de pleurer, il pleure sa mère, je ne sais pas quel âge il a, mais il est trop jeune. Et puis il y en a un autre qui s'appelle, c'est un Marocain, Ali. On ne sait pas ce qui se passe. Les gendarmes viennent alors qu'il est sur les bancs des accusés, attendent la sentence. Ils mettent la main dessus, ils l'amènent, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et nous, on est condamnés à 5 ans de travaux forcés. Quand on entend la convocation, on se lève et on chante la Marseillaise. J'avais ma mère et une tante qui étaient venues pour assister au tribunal. Ils se mettent à chanter avec nous. Et puis il y avait d'autres gens, de toute façon que je ne connaissais pas, et qui se mettent à chanter. Et à coups de crosse, ils nous font taire, nous. Et à ma mère, il fout un coup de troffe tellement fort qu'il éclate les 2 lèvres, supérieure et inférieure. Elle sort en sang pratiquement. Et nous, on est ramenés à la prison de Limoges. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a... J'ai pas vu. C'est bizarre parce que quand on revient à la prison, bien sûr, mais ils ont dû mobiliser tous les gendarmes du département parce que tous les mètres, pratiquement, il y a un gendarme, c'est-à-dire on croirait qu'on a un défilé entre une haie d'honneur faite par les gendarmes. Et on arrive à la prison. Quelque temps après, au mois d'octobre, on apprend qu'on va changer encore de prison. On demande dans quelle prison, on ne peut pas nous le dire, comme toujours, quoi. Et le matin du 14 octobre, on monte dans une voiture cellulaire et on roule, on voit les villes qu'on traverse, Souillac, oui, Souillac, après on trouve Gourdon, on tourne à Gourdon, puis on va à Villeneuve-sur-Lot, Heiss, et là la voiture s'arrête. On est devant une grande maison, une grande façade, et on lit sur la façade Centrale de force d'Eiss. On a compris que c'est là qu'on va être. On descend de notre... Et il y a tout un tas de copains parce que toutes les prisons du sud de la France n'ont pas confiance. Le gouvernement n'a pas confiance aux gardiens de ces petites prisons et a décidé de nous mettre dans cette prison de force parce que c'était mieux gardé, c'était... Vraiment, c'était ce qui avait remplacé le bagne, ces maisons de force. Et il y avait tout un tas de gens qui arrivaient dans des voitures, et on s'interpellait d'où tu viens, de Marseille, de Toulon, de toutes les villes du sud-ouest qui avaient des prisons, avaient libéré ces prisons pour les envoyer à Heiss. Et il y avait un gardien chef qui s'appelait Dupin, on prendra le nom après, qui criait « Taisez-vous, ici c'est une centrale, c'est la centrale, vous n'avez pas le droit de parler ». Et plus il criait, et nous on chantait la Marseillaise, et plus il criait, et plus le ton de la Marseillaise montait. Et puis ça a duré à peu près 1 heure, et puis à un moment donné quand même, c'est arrêté de chanter. Les gardiens sont arrivés pour nous accompagner, on est rentré alors dans les prisons, en passant d'abord par la douche. On prend une douche, après on nous passe un liquide sur le corps pour un désinfectant, mais qui nous brûle catégoriquement. Et on rentre dans la prison, et on nous mise dans 4 préaux, 300 dans chaque préau. Vous
Après, on nous amène au réfectoire pour manger. Et après le réfectoire, dans les dortoirs. Moi, je n'ai pas de chance parce qu'il manque 3 places. Et je me retrouve avec un camarade qui est sur la photo, d'ailleurs, il y avait une photo où il est là, qui est de la Corrèze. Et nous, on va coucher dans ce qu'on appelle des cages à poules. C'est-à-dire, ce sont des cellules, mais grillagées, pour que le gardien puisse voir continuellement les gens qui sont dedans. On nous dit c'est provisoire, parce qu'il faut ramener un chalit pour que vous puissiez rentrer dans le dortoir. Donc c'est pas grave, on reste là 3 jours, et puis le 4e, on va rejoindre nos copains. Alors la journée, on descend dans la cour, on est assis sur des bancs qui font tout le cours de la cour. Au coup de sifflet, il faut se lever, interdit de parler. Au coup de sifflet, on doit se lever. Deuxième coup de sifflet, on doit se mettre en rond. Et quand on est tous en rond, il y a un gardien qui crie gauche, droite, et nous, on trépigne, gauche, droite. Un coup de sifflet, on part dans l'autre sens, une demi-heure comme ça, puis on va s'asseoir et on recommence une autre demi-heure. Et ça fait 8 jours qu'on fait ça. Et un gardien nous dit, ce soir, on vous amène à la chapelle, c'est le plus grand bâtiment, c'est 2 fois grand comme ça, car le directeur de la centrale qui est arrivé veut vous voir. On rentre dans là et on voit un monsieur avec des galons dorés, là, une belle casquette, des galons dorés aux manches et tout, qui se présente. Je m'appelle Jean-Baptiste Lassalle, je suis le directeur de la centrale. C'est moi qui ai proposé ma centrale pour vous recevoir et j'espère que vous serez assez discipliné. Et puis, on est tombé de frais, alors là, le crâne très luisant sous l'éclairage de l'église, de la chapelle. Il se tourne vers le gardien-chef, il dit « Mais pourquoi ces gens-là sont rasés ?» Et le gardien-chef lui dit « Mais monsieur le directeur, c'est le règlement de toutes les centrales. » Oui, mais jusqu'à maintenant, nous avons reçu des voleurs, des criminels, des violeurs, des escrocs. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais fait ça. Ce sont des résistants condamnés pour fait de résistance. Vous auriez dû en tenir compte. Vous savez, ça nous a fait vraiment plaisir. Surtout qu'ils disent, ces messieurs n'ont pas fait ça. On n'avait jamais entendu le mot messieurs dans une prison. Donc, il nous dit, je pense que vous avez des questions à poser, mais on y passerait la nuit et on n'y arriverait pas. Alors voilà ce que je vous propose, vous rentrez dans vos dortoirs, vous élisez un conseiller, un délégué, vous appelez ça comme vous voulez. Je suis prêt à recevoir ces délégués pour voir comment arranger, pour essayer de prendre votre internement le moins pénible possible. Un directeur de centrale qui vous dit des choses comme ça, c'est presque... c'est pas naturel. Donc on a quand même compris que ce monsieur était était peut-être un directeur de prison, mais il n'était pas tout à fait d'accord avec le gouvernement. Alors on rentre dans nos prisons, dans nos réfectoires, et bien sûr on élit nos délégués, et le délégué demande le lendemain même à le voir. Et donc tout ça se passe bien. On demande à quitter les sabots de bois parce qu'on nous a donné, on a des costumes de bagnards et des sabots de bois qui nous blessent les pieds. On demande à reprendre nos chaussures de ville à cause de ça pour
pour les pieds. On demande aussi à quitter nos costumes de vaillard, mais là, ça ne marche pas. On nous dit non, ça je ne peux pas, mais pour les chaussures, c'est bon. Et puis tous les jours, on a des revendications à poser. Il y a parmi nous beaucoup d'enseignants. Tous les enseignants qui sont dans des syndicats sont pratiquement considérés comme des brebis galeuses, donc sont envoyés dans les prisons, dans des camps administratifs. Ils peuvent recevoir leurs familles, ils ne sont pas jugés, mais malheureusement, ils n'ont rien fait, donc ils protestent d'être quand même dans un camp administratif. Et dans ce cas, ils passent devant le tribunal et sont condamnés à des peines de prison, même si 6 mois, 8 mois, 1 an, mais on les retrouve avec nous. C'est pour ça qu'on a énormément d'enseignants parmi nous. Alors on demande à nos directeurs le droit de faire des tables d'études, de se servir des connaissances de ces instituteurs, parce que c'était que le mot d'instituteur à l'époque, on ne parle pas beaucoup de professeurs, de faire, et on transforme la centrale en université populaire. Ça a le droit de faire venir des cahiers, des livres, et tout ça c'est permis. Donc on a parmi nous Georges Charpak, qui a été prix Nobel de la paix pour ses travaux sur la physique nucléaire. Donc vous voyez que c'est un... Bon, il en est encore qu'aux études, parce qu'il a 20 ans, on avait le même âge avec lui. Mais il nous fait essayer de partager ses connaissances dans le travail qu'il fait. Et puis petit à petit, on demande d'autres. On apprend par un gardien qu'il y a un jeune dont le père a été condamné à mort et fusillé à Clermont-Ferrand, que ce jeune n'a pas commis de délit, mais se trouve parmi les jeunes condamnés, qui n'ont pas le droit d'être avec les hommes majeurs. On appelle ça les pupilles. Ce gars-là n'a commis aucune faute. On l'a mis là simplement parce que le père a été puni. On demande qu'il vienne avec nous. On lui dit d'abord au gardien-chef, qui nous dit mais c'est pas possible, c'est pas le règlement de la centrale, il n'a pas 20 ans, il reste avec les pupilles. Et bien, il dit si lui reste pupille, nous on reste au réfectoire et on ne partira que si ce jeune vient nous rejoindre. On reste 4 heures comme ça à occuper les lieux. Le gardien-chef Dupin en a marre, va chercher le directeur. Le directeur arrive, qui dit, et il nous répète ce qu'a dit le gardien. C'est pas de ma faute, le règlement de la centrale est comme ça, il n'a pas 20 ans, il a le droit de venir avec nous. Et nous avons des délégués qui répliquent, mais monsieur le directeur, vous avez déjà fait des choses qui ne sont pas réglementaires dans les prisons centrales. Alors, une de plus, une de moins. Il tient le coup, il reste encore 1 heure comme ça, et puis au bout d'1 heure, il se lasse, il appelle un gardien, allez me chercher ce jeune homme, et le jeune homme est venu parmi nous. Et on a évacué. Voilà un peu comment ça s'est passé. On a parmi nous aussi des militaires, il y a quelques sous-officiers, il y a un colonel, Bernard Bertrand, et on demande à ces messieurs, anciens militaires, d'essayer d'étudier un plan d'évasion de cette prison. À Noël, il y a un gars qui vient à la prison, qui vient chercher des copeaux à l'atelier de menuiserie,
ou le linge sale pour l'amener à la laverie. Ce monsieur, c'est un résistant qui fait un tract, qui fait défiler dans la ville de Villeneuve-sur-Lot en disant à la centrale d'Aix, il y a 1200 patriotes résistants, offrant-leur pour Noël un repas digne de leur engagement. Eh bien, les gens apportent tellement qu'il y a 2 camions de ravitaillement qui arrivent à la centrale. C'est unique dans toutes les centrales, ça. Et donc, le Noël, on le passe vraiment on fait un réveillon de Noël carabiné, puis le directeur passe dans toutes les chambres et nous souhaite un bon Noël à tous. Et voilà comment se passe la Noël. Il y a on fait bien d'autres choses qui ne sont pas permises dans la prison, mais ça serait trop long. Pour vous dire, parce que malheureusement, on est en train de me pousser un petit peu là, pour que je marche un peu plus vite. Alors je vais aller là, on les bien, mais le camarade, on fait évader un camarade pour qu'il aille prendre des contacts avec la résistance extérieure, de manière à avoir une aide de l'extérieur. Ça marche bien. Il y avait un gars de la résistance qui vient voir sur les lieux comment il passera ses hommes autour de la centrale, évidemment pas dans la centrale. Et à un moment donné, ça s'arrête parce que quelqu'un qui s'appelle Joly, c'est un réunionnais, qui vient dire non, on ne peut pas aider les gens de la centrale parce qu'il y a 80% de gens communistes. C'est une erreur totale, il n'y avait pas ça. Mais bon, lui le croit, et donc interdit à la résistance extérieure de venir nous donner la main. Donc on tente quand même l'évasion de l'intérieur. On réussit la première partie, c'est-à-dire de se rendre maître de la centrale. Et il n'y avait qu'un bonhomme à arrêter, c'était celui qui commandait toute la police à l'extérieur de la prison. Il y avait des gardes mobiles, il y avait des GMR, il y avait des gendarmes, il y avait toutes les corps de police. Mais comme on n'a pas l'aide de la résistance, il faut se passer de cette aide. On se rend maître de la centrale en 1 heure pratiquement. Même des miradors, ils ne comprennent rien, ils nous voient simplement circuler, on s'en va tous vers la chapelle, mais ils pensent que c'est un ordre de la direction, donc ils n'agissent pas. Et on se retrouve tous dans cette centrale, bien sûr, prêts à partir. Mais il faut arrêter celui il s'appelle Guy Huic, c'est lui qui m'a arrêté 6 mois plus tôt, mais qui a pris du galon. Et on dit, il y a un commando qui est chargé, qui a une mitraillette, et qui est chargé d'aller l'arrêter. Ils sont à 4, ils tombent nez à nez, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une tournée de droit commun qui vient à la centrale pour chercher les paillasses, qui voit un détenu avec une mitraillette et qui crie comme un voleur qu'on est attaqué, dont le chef de la police, Guy Huic, vient, mais en disant ça doit être une histoire de fou, ça. Et puis malheureusement tombe nez à nez avec notre camarade Jean Morel, qui fait les sommations d'usage. Vous vous rendez, le directeur s'est rendu, tout le monde s'est rendu, vous vous rendez, il ne vous sera fait aucun mal, mais lui, au lieu de se rendre, dit jamais de la vie, et fonce vers son bureau. Notre camarade qui a l'ordre de tirer le met en joue, tire, appuie sur la gâchette, mais le cours ne part pas, la mitraillette s'est enrayée.
Ce sont de la quincaillerie, c'est comme mitraillettes, mais qui serviront quand même pas mal dans la résistance, mais qui sont dangereuses parce que des fois ça part sans qu'on en ait besoin, et puis ce jour-là où on en aurait eu besoin, elle n'a pas voulu marcher. Donc il va sonner l'alerte, une sirène, et puis de tous les miradors, les miliciens qui sont dedans se mettent à tirer. C'est foutu pour nous. On essaye d'attaquer, il y a un portail, on essaye d'attaquer parce qu'il l'a fait murer, ce portail, mais on pense qu'il est muré de frais et qu'on va pouvoir casser le mur. Malheureusement, on n'y arrive pas parce qu'il y a un mirador juste au-dessus. Et les miliciens qui sont à l'intérieur nous balancent des grenades sur la tête chaque fois qu'on approche du mur. On a un camarade qui est tué parce qu'il veut ramasser une grenade pour la rejeter vers le mirador, mais elle éclate au moment où il l'a dans la main, c'est-à-dire qu'il a le bras en lambeaux, il a une jambe en lambeaux, il est éventré complètement, c'est-à-dire que nos camarades chirurgiens le prennent bien en main, mais ne peuvent rien faire malheureusement, il meurt quelques minutes plus tard. Son dernier mot, ça a été « Pour la France, je meurs ». Et il est mort. Il s'appelait Louis Yolagne. Donc, on va déposer les armes, mais avant, comme on a le standard téléphone à notre portrait, à notre portée, on le prend, et on téléphone à la préfecture de Lot-et-Garonne, à la sous-préfecture d'abord, à la préfecture ensuite, en disant voilà, on va déposer les armes, mais on veut avoir la certitude qu'il ne sera pas fait de représailles après. On nous promet tout ce qu'on veut, non, on peut déposer les armes, il n'y aura pas de représailles. On téléphone à d'autres préfectures qui entourent le Lot-et-Garonne, et toutes les sous-préfectures nous disent la même chose. Non, déposez les armes, rendez-vous, il sera fait. À un moment donné, on rappelle la sous-préfecture du Lot-et-Garonne. Et la sous-préfecture nous apprend qu'il y a une unité de SS de l'artillerie qui est auprès de la centrale et prêt à bombarder la centrale si dans le quart d'heure qui suit, nous ne sommes pas rendus. C'est bizarre ce qui s'est fait parce qu'ils n'ont pas tiré. D'habitude, ils tirent et après ils font des sauvations. C'est l'habitude des SS, ça. Mais là, non. Alors on pense, je ne sais pas si c'est la réalité, mais c'est ce qu'on pense, le directeur de la prison qui n'est plus le même, c'est pas le premier a été renvoyé sous peine qu'il était malade, qui peut être changé. On envoie comme directeur un monsieur qui s'appelle Chimot. C'est un milicien, c'est un colonel de la milice, mais qui a été arrêté, qui est en cellule. Donc on va le chercher, on le met devant le téléphone et on lui dit voilà, vous appelez vos amis allemands, vous leur dites qu'on a déposé les armes, on n'avait plus de cartouches, on n'avait plus rien, on avait bien les armes, mais il n'y avait pas pour les charger. Donc vous téléphonez à vos amis allemands, vous dites qu'on est prêt à se rendre, qu'ils ne tirent pas, mais attention à ce que vous dites. Donc il dit Monsieur Guivic, vous reconnaissez ma voix? Oui, monsieur le directeur, Chimot. Bon, écoutez, ces messieurs ont été très corrects avec moi, ils se sont comportés en soldats. Je viens leur donner ma parole d'honneur de colonel qu'il n'y aurait pas de représailles. Je vais sortir, ne tirez pas. Il sort, les Allemands repartent, et nous,
Bien sûr, on dépose les armes et on sort. On est dans nos dortoirs et on pense que ça va se passer comme ça. Mais le lendemain, il y a le secrétaire au maintien de l'ordre qui arrive avec 30 policiers qui viennent, 15 qui viennent de Limoges et 15 qui viennent de Toulouse, où on passe tous devant lui parce qu'ils veulent qu'on dénonce celui qui a organisé cette tentative d'évasion. Mais évidemment, personne ne parle chez nous, mais il y a quelques-uns qui sont dénoncés par le sous-directeur, enfin par le gardien-chef, qui lui voit les mouvements qui se passent entre nos délégués et le directeur, le premier directeur de la police, et qui donne quelques mots. Et puis il y a un jeune, parce qu'il y avait des policiers de Limoges qui viennent, se comportent comme nos nazis. Tous les camarades qui passent devant eux ressortent la tête en sang, tellement bien qu'il y a un jeune qui attend son tour pour s'asseoir et qui a peur et qui va lâcher 3 noms. Malheureusement, heureusement pour nous plutôt, c'est des gens, les noms qu'ils donnent, ce ne sont pas des gens qui ont été à la tête de cette armée de notre bataillon. Donc ils ne risquent rien. Mais il y a quand même 46 personnes d'arrêtés qui repassent devant une sélection de policiers sans doute. Et il y en a presque tous sont relaxés. Il n'y a que 12 qui sont retenus et qui sont condamnés à mort, sans jugement, sans rien. Ils passent devant la cour martiale qui a été composée à l'intérieur de la centrale, où ils entendent simplement « un tel, vous êtes condamné à mort, un tel, vous êtes condamné à mort ». Et il y en a 12 donc qui sont condamnés à mort. Quand la liste est donnée, il y a un des condamnés à mort qui s'appelle ça va revenir, qui lui se lève à son tour. Vous venez de donner, il dit au chef de la délégation, dit vous venez de donner le nom des condamnés à mort. Lui-même est condamné à mort, bien sûr. Il dit ben moi je vais vous donner maintenant ce que le tribunal de la résistance a décidé. Et il dit, Monsieur Chivot, condamné à mort. Monsieur Martin, condamné à mort. Monsieur Dupin, condamné à mort. Et tous ceux qui ont un rôle dans ce tribunal de machin, tous sont condamnés à mort. Et le soir même, la radio Londres parle de ceux-là, et ils seront condamnés à mort à la libération. De toute façon, tout ça a été respecté. Et voilà. Et nos camarades, le 23 mai, passent devant ce peloton d'exécution et sont tués. Il y en a un qui s'est sauvé, il s'appelle Pelouse, il est sur une civière parce qu'il a été blessé aux jambes, il ne peut pas marcher. Et il est entouré de GMR. À un moment donné, il leur dit « Mais vous avez peur que je me sauve ou quoi? Vous êtes aussi militaires là autour de moi avec le fusil là, braqué sur moi. » Et lui, c'est le seul où aucun des pelotons n'a tiré sur lui, il est vivant. Et il est tué malheureusement par Martin d'une balle dans la tête. Voilà comment se termine notre
l'affaire Days. Après ça, le 30 mai 1944, le gouvernement de l'État français nous livre à la division d'Astreich pour être déportés. D'Astreich, c'est ceux qui ont fait les crimes de Radour-sur-Glane, de Tulle, de Millet, et bien d'autres, parce qu'entre Montauban et le Nord, partout où ils sont passés, ils ont commis des crimes. Et voilà, et on est livré à la D'Astreich, qui nous amène un premier convoi, qui nous amène à Compiègne. Le train de Pendagenais, où nous sommes montés dans les wagons, à Compiègne, aurait dû mettre 6 heures, voire 8 heures au maximum. Il mettra 52 heures. Pendant 52 heures, on est dans ce wagon à bestiaux. Les 4 vasistas sont fermés. On te rentre aussitôt que les portes sont fermées. Ce n'est plus des wagons, c'est des étuves. Tout le monde est en sueur, tout le monde est... Et à un moment donné, il y en a qui sont vraiment très malades. Et on a un docteur, le docteur Ignace Boer, c'est un Autrichien qui était venu en France pour fuir le nazisme en Autriche, qui nous dit il y a des camarades qui sont malades, s'ils ne s'allongent pas, on ne va pas les sauver. Eh bien, on s'est serré encore davantage, de manière qu'ils puissent s'allonger par terre, avec la tête près de la porte coulissante, le seul endroit où il y avait un peu d'air qui passait. Et on arrivera à Compiègne tous. Mais la résistance d'Ace, la résistance de la Genée, a essayé d'empêcher ce train de partir. Une première fois en attaquant les SS à la gare de Peine. Malheureusement, ils avaient que c'est des mitraillettes Sten qui marchaient quand on ne voulait pas et puis qui ne marchaient pas quand on voulait. Ils n'avaient plus de munitions de toute façon. Et ils ont dû fuir parce que les SS, par contre, avaient 2 mitrailleuses sur un wagon plateau qui était prêt à balayer tout. Donc ils ont été obligés de lâcher, de fuir. Ils tentent autre chose, c'est de couper le rail à 8 km de là. Ils mettent une charge de plastique sur les rails pour essayer de couper carrément le rail de manière que le train ne puisse pas passer. Malheureusement, la charge n'est pas suffisamment forte, il faut croire, parce qu'elle entame le rail, mais elle ne le coupe pas. Donc le train peut partir. Par contre, il y a un morceau de rail qui a perforé le plancher du wagon où je me trouvais, et ça avait fait un petit trou qui faisait à peu près 5 cm, c'est tout. On ne risquait pas de s'évader par ce trou-là. Mais le train continue à rouler, ne s'arrête pas, et à 8 km de là, en pleine campagne, il s'arrête. Il y a un SS qui vient voir les dégâts sur le wagon, des fois que ça nous permettrait de nous évader. Malheureusement, non, ça fait que 5 cm. Et on crie qu'on a soif, on voudrait de l'eau, qu'on voudrait de l'eau. Et pour toute réponse, il passe le canon de son arme dans le wagon et tire 2 coups. J'ai un copain qui reçoit 2 balles dans les fesses, mais dans le gras, ça n'a pas trop de dégâts. Mais il y en a un autre
qui a la main carrément coupée, elle tient un lambeau, comme ça, par la décharge. Et le train continue sa marche, c'est-à-dire repart. Et on mettra 52 heures pour arriver à Bordeaux. Ce qui aurait duré 8 heures, mettra 52 heures. Quand on arrive à Bordeaux, les portes sont ouvertes et sur les quais, il y a des dames de la Croix-Rouge qui nous distribuent une tasse de bouillon chaud, quelque chose de chaud. On aurait préféré du froid, bien sûr. Et moi, je demande à une des dames de la Croix-Rouge, je lui dis, on a un blessé dans le wagon, très grave, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors, il y a une dame qui dit, moi, je suis docteur, elle va demander au chef de convoi, voilà, j'apprends qu'il y a un blessé grave dans un wagon, est-ce que vous permettez que j'aille le voir? Oui, mais 5 minutes seulement. Elle monte dans le wagon, elle regarde la blessure, elle redescend, elle va le retrouver, elle dit, moi je ne peux rien faire, elle a la main coupée en deux, il faut l'hospitaliser. Il n'en est pas question, on vous redonne 5 minutes pour lui faire un pansement, mais la femme de la Croix-Rouge monte sur le wagon, on est en train de refermer les portes sur elle, elle est obligée de sauter à l'arrière, sans ça, elle part avec nous en Allemagne. Voilà comment ça se passe. Le lendemain, on repart, pas le lendemain, on reste peut-être 4-5 heures à Bordeaux, et puis le convoi repart et on arrive à Compiègne, où on nous décharge. Là, à Compiègne, on reste 12 jours. Et puis 2 jours plus tard, on apprend qu'on part de nouveau. Et on ne sait pas où on va, bien sûr. Alors là, dans notre charmant docteur, là, Ignace Boer, il y a une planche du wagon qui a éclaté un petit peu. Il y a une petite lumière et il a les yeux collés là-dedans. Et il nous fait dire les villes qu'on a traversées. Et à un moment donné, le train s'arrête. Et il nous dit, vous savez où on est? Non, à Dachau. On descend du train. C'est pas des soldats qui nous prennent en charge, ce sont des gendarmes allemands et qui nous amènent jusqu'au camp. Il y a des enfants sur notre passage qui sont groupés, qui nous jettent des pierres. Bien sûr, on croit que ce sont des sauvages qui font ça. Mais il faut savoir quand même qu'on leur a dit que les gens qui arrivaient, c'était des gens qui tuaient des soldats français, les gens qui tuaient des soldats allemands. Les traîtres, dont les enfants, ils avaient des réactions qui étaient toutes naturelles. Il y en a qui trouvaient qu'ils avaient été poussés à ça, je crois que non. Enfin bref, et on arrive dans le camp. On nous laisse sur la place d'appel. Il y a des gens qui se jettent dans les ornières de la place. Il y a des nappes d'eau, ils se jettent là pour boire ça. Ils pourraient s'empoisonner. On nous laisse là, sans manger, sans boire, à part ceux qui se jettent sur ces petites mares. Et le soir, vers 6 heures, mais on voit des choses bizarres. On voit des commandos qui passent avec des gens habillés de la même façon. Avec les tenues rayées, mais qui ont des mâches de pioche ou des nerfs de bœuf qui tapent sur les autres, on ne comprend pas ça. Mais on comprendra le lendemain quand même, parce que le lendemain, à 5h30, ils viennent nous réveiller, parce que le soir, on a couché sur le ciment dans un hangar. Et le lendemain, ils viennent nous chercher, mais là, ils ont les bâtons aussi. Et vite, vite, toujours plus vite. On passe aux douches. On se déshabille d'abord, on passe aux douches. Après les douches, on passe devant des coiffeurs, soi-disant, qui nous rasent de nouveau la tête, les bras, enfin partout. Ils nous font, mais
vraiment à poil, c'est-à-dire que tout, il ne faut pas avoir un poil sur soi. Et après, on nous menait des tenues, mais pas des tenues de déportés. Ce sont des costumes civils de gens, malheureusement, qui sont morts au camp de Dachau. Moi, on me met un costume noir. Dans le dos, il y a une grande cible qui a été faite à la peinture rouge. Le pantalon, il y avait trois ronds comme ça de peinture, à la peinture rouge sur le pantalon. Et voilà, on est tous habillés comme ça. Quand tout ça s'est fait, on va dans le camp de quarantaine, qui est composé de 2 baraquements. Dans ce camp de quarantaine, il y a une espèce de fou qui nous dit en rentrant, vous êtes rentré par le portail, regardez par où vous sortirez. Et il nous faisait voir la cheminée. Bref, la cheminée qu'on appelle ça, du crématoire. C'est un fou. Il connaissait toutes les injures qu'il pouvait y avoir dans le monde. En toutes les langues, il était capable de donner les injures. Il avait un marteau en caoutchouc dont se servent les carreleurs quand ils carrent une pièce. Il appelait son dalmatière, son interprète, parce que quand il posait une question à un de nos camarades que l'autre ne comprenait pas, il avait droit à ramasser un coup de marteau. Il y en avait qui l'assommaient, qui était par terre allongé. Le lendemain, il revient avec des livres saints, des bréviaires, et il dit qui c'est qui croit au ciel? Il y a quelques camarades, moi j'ai à côté de moi un gars qui est de Brive, qui est un séminariste, il lève la main, il me dit moi, et l'autre lui répond, tu crois au ciel? Mais dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Uniquement des avions allemands. Et puis après, il demande, qui veut des bréviaires? Il y en a qui disent, moi, je prends des bréviaires. Il y en a un, d'abord le premier, il s'avance du gars, il arrache des pages du bréviaire et il le met dans la bouche, il force dans la bouche, comme ça. Et les autres, il les lance carrément comme ça, la figure. C'est un type complètement fou. Cet bâtiment est divisé en 4 chambrées. Et nous, on a de la chance, moi j'ai de la chance parce qu'on nous répartit dans les chambrées. J'ai de la chance parce qu'on tombe dans une chambrée qui est tenue par un ancien député communiste de Düsseldorf, le seul certainement qui n'a pas perdu la raison et qui nous reçoit bien, sans crier, sans... Il va même... avec un de nos camarades qui s'appelle Mercier, un camarade belge, mais qui connaît bien l'allemand, qui travaille. Il va même voir, il y a des baraques de Belges qui est à côté de Gand, pour voir s'ils ont quelque chose à nous donner, pour nous remonter un petit peu le moral. Malheureusement, ils n'ont pas grand-chose à donner. Mais... Et voilà comment ça passe à l'arrivée. On reste donc dans ce camp de quarantaine 12 jours. Un jour, il y a des gens qui viennent pour nous demander nos professions. Moi, j'ai 2 camarades. On dort à 3 dans un chalit de 70 cm sur 2 mètres de long. À 3. C'est-à-dire que moi, je suis le plus jeune, le plus mince. Je dors entre 2 camarades qui sont costauds, un peu... J'ai les pieds qui me chatouillent les oreilles, là. Voilà comment on dort. Mais mes 2 camarades vont se faire inscrire
comme maçon, et moi je suis avec eux, je me fais écrire maçon. C'est pas parce que le métier de maçon me plaît plus que les autres, mais de rester avec mes deux camarades, ça c'est important. Parce que je suis sûr que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le camp de Dachau? Eh bien, c'est un camp où on travaille pendant 12 heures par jour. En dehors du travail, il y a les appels. Alors, le matin, les appels, ça dure une demi-heure, pas plus. Car pour aller au travail, il ne faut pas perdre une minute. Mais le soir, où c'est pris sur notre compte, sur notre temps de repos, ça peut durer 2 heures, 3 heures ou 4 heures. N'importe quel temps qu'il fasse. Il peut pleuvoir, eux, ils sont bien couverts, ils ont des manteaux de cuir. Mais nous, on n'a rien sur la table. On a une petite veste fine, là. Moi, je suis rentré, on a été déporté au mois de juin. C'est un été caniculaire. On a des petites tenues, une veste, un pantalon très fin. Et bien pendant l'hiver, où ça descend à moins 30 degrés, on a les mêmes tenues, hein, on n'a pas changé. Et quand vous passez sur la place d'appel 3 ou 4 heures, il y en a qui s'écroulent. Mais ceux qui s'écroulent, normalement, s'ils peuvent aller au travail le lendemain, ça va, mais s'ils ne peuvent pas, eh bien, ils sont condamnés à une volée, c'est-à-dire la moindre des choses, c'est 12 coups sur les fesses, avec un nef de bœuf. Alors ça se passe quand on rentre dans le camp, il y a les SS qui sont d'un côté et nous de l'autre, qui nous regardent. On est aligné par baraque, non pas par commando, mais par baraque. Et on compte, et on recompte pour voir si nous sommes tous là. Et là, ça peut durer des heures, ça. Et après, il y a la période des punitions. Alors, celui qui est puni, on va le chercher, on le met devant la table, hop, ils ont le buste sur la table, on lui baisse le pantalon, et on donne le nerf de bœuf à son fils. Ça peut être le fils qui va taper sur le père, ou le père pour le fils, ou un copain, on lui donne la schlag, c'est toi qui vas taper. Et si tu tapes pas normalement, c'est-à-dire pas assez fort, c'est toi qui passeras après. Ouais, donc celui qui tape, il tape, oui, assez fort en tout cas. Moi j'ai un camarade qui va passer, que j'avais connu à Limoges, à la prison de Limoges. Je veux dire qu'il a reçu cette raclée de 25 coups sur les fesses. Il n'a pas pu s'asseoir pendant les 3 mois qui le séparaient de la libération. Tellement qu'il avait été incroyable, incroyable. On a vu 6 pendaisons. La première, ils étaient 3, la deuxième, 2, 7, oui. Et puis après, il y avait 2 fois une pendaison. Quand tu es à l'usine de la BMW, s'ils cassaient un outil, s'il y avait à côté d'eux le surveillant allemand qui voyait que l'outil s'était cassé normalement, quoi. Il était là, le type était sauvé. Mais s'il n'avait pas ça, et qu'il cassait un outil, on le considérait que c'était du sabotage. Et donc, sabotage était condamné à mort. Voilà pourquoi on a eu ces pendaisons comme ça. C'était 12 heures de travail par jour. C'était, je vous dis, de 1 à 3 heures. Et le dimanche, ça pouvait être toute la matinée, où on était au garde-à-vous sur la place d'appel, les pieds dans la neige ou sous la flotte. Voilà comment était le matin. Le matin, on avait une petite lichette de pain qui faisait quelques millimètres, avec quelque chose de chaud qu'ils appelaient le café, mais il n'y avait jamais eu de grain de café là-dedans.
Mais c'était chaud, c'est vrai, on était agréable à boire quand même. Le midi, on mangeait debout, on n'avait qu'une demi-heure, donc il n'était pas question qu'on s'assoie. Et il y avait des capots qui avaient l'habitude de passer à côté de nous, de donner un coude comme ça, pour nous faire renverser les gamelles, et on avait fini de manger. C'est vrai comment ça se passait. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont aller au camp de Dachau, mais évidemment vous ne verrez pas tout ça, vous le verrez que sur des photos qui ont été prises. Ça n'a pas la même valeur. Moi j'ai eu la chance d'amener un groupe dans mon convoyeur qui était avec nous, et je pouvais expliquer en même temps comment ça se passait, parce que les photos, malheureusement, c'est beau, mais ça parle pas, quoi. Donc ça n'a pas du tout le même impact que si c'est dit par un témoin. Et voilà un peu toute la vie, 12 heures de travail, de sommeil, c'était réduit à 5-6 heures. Si on avait la chance d'échapper aux appels interminables. Un soir, il y a notre chef de bloc qui se lève dans la nuit, soi-disant qu'il a entendu un bruit suspect. On est tout nus, on sort dehors, il faisait moins 25 degrés. Alors on se serre tous pour se communiquer la chaleur qu'on a l'un de l'autre, et puis ceux qui sont sur les bords, de temps en temps, le fait rentrer au milieu pour le réchauffer. Voilà comment ça se passe à Dachau. Vous avez plusieurs condamnations, vous savez ce que je vous ai dit. Il y avait des machins un peu plus douces, il y avait la course à la briquette, où on prenait du sable avec à deux, on mettait dans un machin qu'il fallait porter à la main, on le remplissait, on allait le vider là. Quand tout le sable était là, on le reprenait pour le mettre là. C'était uniquement pour nous fatiguer, pour nous user. Et celui qui tombait parce qu'il en avait marre, eh bien, il était pratiquement sûr de mourir. Voilà ce que c'était que les camps de Dachau. Et tous les camps étaient pareils. Mais par contre, le camp d'Alag, où je me trouvais, parce que tous les chefs de camp avaient des fantaisies à eux qu'ils pouvaient mettre en application. À Alag, le chef de plat avait décidé de nous mettre une strasse, c'est-à-dire que tous les 8 jours, on vous passait avec une tondeuse double zéro, on nous faisait une trace sur le dessus de la tête. Quelquefois, il laissait les cheveux sur les bords pousser, plus longs, et voilà comment ils alignaient les rangs. Il fallait que toute cette... Parce évidemment, c'était toujours le crâne nu, ça se voyait. Et donc, ils alignaient les rangs en se servant de ça. Mais ça a existé qu'à Lac. Ça n'a pas existé dans les autres camps. Non, c'était le chef de camp qui avait fait ça, qui avait décidé ça. Voilà, maintenant, je vous laisserai la parole si vous voulez bien me poser des questions, parce que je vais d'abord... Tu t'es endormi. Non, tu veux pas parler. Si. Trop dur. Trop dur. Okay. La solidarité aussi. La solidarité, oui. Je pense que la solidarité, oui. Je veux bien parler de la solidarité. La solidarité, elle commencera à Aix. À Aix, il y a des gens, toutes les classes sont représentées. Il y a un chirurgien, il y a des docteurs, il y a des petits chefs d'entreprise, il y a jusqu'aux manœuvres qui soient manœuvres dans l'industrie ou autre, et même des ouvriers agricoles. Toutes les classes de la société sont représentées dans le camp.
Et on décide à la centrale d'Ace, c'était la même chose, de créer la solidarité. Alors on demande à tout le monde, c'est nos compagnons qui sont nos responsables, que tout ce qui arrive à la centrale, c'est-à-dire les colis, il y en a qui reçoivent des colis assez souvent parce qu'ils ont les moyens, il y en a qui ne reçoivent rien. Et ils acceptent que tous les docteurs, tous ces colis qui arrivent, ne soient pas donnés aux destinataires, mais soient envoyés aux cuisines, de manière que tout le monde puisse bénéficier de ce qui arrivait de l'extérieur. Et tout le monde a accepté. Donc ça s'est passé comme ça. Quand on arrive à Dachau, c'est compliqué parce qu'on n'a rien à donner là. Eh bien, on donne quand même. C'est-à-dire quand on reçoit notre morceau de pain, que la tranche de pain qui est de plus en plus fine, parce qu'au début, le pain allemand, c'est un pain qui est comment on dit, qui est moulé, qui a la forme d'une biscotte, mais un peu plus grand quand même, il est à peu près de cette grandeur, et puis de cette hauteur. Et ça, c'est divisé en 12 quand au début qu'on rentre, puis à 14, puis à 16, puis à 18 tranches, puis à 20 tranches, c'est-à-dire les tranches, elles devenaient de plus en plus fines. Eh bien, on cassait un coin de ce pain-là, ça représentait à peu près la valeur d'un morceau de sucre en grandeur. C'était pas grand-chose pour chacun de nous. Mais quand vous aviez 1200 morceaux de pain comme ça permettait de sauver beaucoup de camarades. On avait un ordre, c'était de se surveiller mutuellement et de signaler s'il y en avait un qui avait plus de morale, eh bien, on allait le trouver. On lui disait quelques paroles de réconfort pour essayer de le remettre sur pied. On lui donnait un petit paquet de pain comme ça, et tout de suite, il y avait des petites lueurs dans les yeux. Et on a sauvé énormément de gens comme ça. Là où on a eu le plus de morts, c'est au camp d'Arich, parce que les gens étaient mêlés entre les Russes, les Yougoslaves, les Italiens. Ils ne pouvaient pas s'entendre. Donc il n'y avait pas du tout de solidarité, parce que les Allemands veillaient à ça. Il ne fallait pas que ça existe, la solidarité dans les camps. Nous, on y est arrivés, pourquoi? Parce qu'on était nombreux. À Dachau, on était à peu près 400. 400, c'est un bon nombre. Et à Lac, à peu près la même chose. Donc, on pouvait faire ça. Et en plus, quand nos camarades belges, par exemple, ou espagnols, ont vu ça, ils ont adhéré à notre solidarité. Donc, on avait toujours une réserve de pain pour pouvoir sauver un camarade qui se laissait partir pratiquement parce que le moral avait disparu. Voilà comment ça se passait. Si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les. La libération Ah, tu veux parler de la libération? Oui. Moi, je veux bien. Je veux bien. Alors, le 29 avril, on attendait parce que moi, j'ai travaillé dans 3 commandos. Le premier commando, c'était les maçons. Le deuxième commando, ça, je vais vous le parler aussi, c'était dans des jardins où on plantait des salades, des oignons, on repiquait ça. Donc, on a mangé autant qu'on en plantait, même certainement, peut-être, on en mangeait plus qu'on en plantait. Et on a ramené là, pour nos camarades au camp. Et un jour, malheureusement, au moment de l'appel et devant le SS, on mettait ça dans le caleçon qu'on avait attaché avec une ficelle pour pas que ça les morde. Et on mettait des légumes comme ça. Et un matin, au moment de l'appel, un soir, au moment de l'appel, devant le SS, il y a un massin qui s'est défait et les légumes sont sortis du pantalon. Le SS a hurlé « Sabotage, sabotage, sabotage !» Et puis, il nous a fait déshabiller tous, et on mettait tout ce qu'on avait sur nous, était pris,
et mis dans une caisse qu'il était allé chercher, que le SS avait fait chercher. Et à un moment donné, il y avait des soldats qui n'étaient plus des Allemands. Nos gardiens, c'était des gens qui s'étaient portés volontaires pour faire les gardiens, mais qui ne parlaient pas l'allemand. C'était des Yougoslaves, il y avait des Russes, il y avait beaucoup de gens, mais pas des Allemands. Et dans ces sentinelles-là, quand le SS avait le dos un peu tourné, il reprenait les légumes de la cave et il nous les retendait. Il nous les retendait pour qu'on puisse les reprendre. Le SS l'a vu, les a fait déshabiller eux aussi, et bien sûr, ils en avaient parce que tout le monde crevait de faim à l'époque. Ça, c'est la première de la solidarité. Et quand le dernier commando, j'étais à la gare de Munich. La gare de Munich était bombardée pratiquement tous les jours par les Anglais ou les Américains. Et tous les jours, il fallait aller remettre la ligne en état de marche parce que les militaires, ils avaient besoin, les trains militaires avaient besoin de rouler. Et donc, c'était le commando certainement le plus terrible. Mais c'était pratiquement aussi la fin, dont les cheminots étaient gentils avec nous. D'abord, ils nous servaient un repas le midi, enfin une gamelle de soupe, disons, qui était un peu plus épaisse qu'au camp. Et quelques fois, ils nous amenaient un morceau de pain ou tout ce qu'ils pouvaient, mais vous savez, tout le monde crevait de faim en Allemagne à la fin de la guerre. Donc ils n'avaient pas grand-chose à donner eux non plus. Et ce qui était drôle, moi ça me faisait mal au cœur de voir ça. Tous les jours, pratiquement, on changeait d'itinéraire pour aller jusqu'à la gare. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bombardements et le quartier où on était passé la veille était démoli, donc on ne pouvait plus passer. Et on voyait des pans de murs, simplement, comme ça, avec un bout de plancher qui restait, avec un lit, une armoire, comme ça, et puis tout le reste avait disparu. Et croyez-moi, malgré que ce soit des Allemands, eh ben, moi, ça me chagrinait de voir ça. J'ai dit quand même, c'est ça la guerre. Hein. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'entendre toujours pour qu'il n'y ait pas de guerre, parce que c'est tellement mal. Ça fait tellement de mal. Il n'y a pas de gagnants dans une guerre. Il n'y a que des perdants. Même ceux qui peuvent dire on l'a gagné, on les a battus. Non, parce qu'il faut voir ce qui est mort derrière. Nous, vous savez, quant à la libération, on était fiers de cette... mais on pensait quand même à tout ce qu'on avait perdu, dont la joie était quand même limitée à ça. Oh, ça a été assez compliqué. Ça a été compliqué un petit peu pour la raison, c'est qu'on voulait pas. On aurait voulu parler quand on est revenu. Parce qu'il y avait beaucoup de camarades avant de mourir, nous disaient surtout, il faudra raconter ce qu'on a reçu, comment on est mort. Mais les gens ne voulaient pas nous croire. Donc on a gardé ça pendant longtemps. Moi, j'ai eu une fille 1 an et demi après, presque 2 ans après plutôt. Et quand ma fille est née, j'ai dit, bon, il y a une autre priorité. Et donc j'ai pensé à ça un peu, et j'ai oublié le passé. Mais sans ça, ça nous rongeait tout le temps. Et quand on me dit, mais... souvent on me dit, mais écoute, maintenant il y a 80 ans de passé, oublie ce passage. Je ne peux pas l'oublier, c'est pas possible, on ne peut pas oublier. Et comme je suis un peu désolé, mais que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens de 80 ans qui me disent « mais on ne savait pas tout ça », eh bien je crois que c'est utile de raconter, et de raconter tout le temps, tant qu'on pourra le faire. C'est ce que je me suis promis à moi.
Oui, un jour, je m'étais piqué la main, c'était envenimé. J'avais la main qui avait gonflé, qui était traversée d'ailleurs par un plaquemont. J'avais le bras qui était comme ça. Et un jour, à table, le soir, devant un copain, je leur dis, j'arrête de manger, je vais me laisser mourir parce que j'ai trop mal. Et j'avais un camarade avec moi qui me dit, petit, si tu te laisses aller, je vais te botter les fesses, que ça te fera plus mal que ton bras. Ça m'a fait rire, parce que c'est un Marseillais avec son accent. Ça m'a fait rire. On m'a amené, on a fait la solidarité, c'est qu'on m'a donné aussi un paquet de pain, machin. Eh bien, tout ça, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Ouais. Je me suis marié un an après mon retour. Qu'est-ce que je dis, un an? 6 mois après mon retour, je me suis marié. Bon, j'ai eu la chance un an plus tard d'avoir ma fille et j'ai pensé que c'était mais non, je ne sais pas ce que c'est que la haine. Donc, j'ai repris la vie comme si rien ne s'était passé, avec malheureusement toute cette humeur encore en moi, puisqu'on n'avait pas pu parler. Non, j'ai pas eu peur de partir, mais ça a été très dur à reprendre parce que quand on était dans le camp, on était comme des robots. On suivait ce qu'on nous disait. Heureusement qu'on avait des copains qui reprenaient avec eux, parce que c'était la peur qu'on avait de dire, mais on va sombrer et après on va être des esclaves, carrément. On aura le moral des esclaves. Donc, non, ça a été peut-être un peu compliqué, mais on y est arrivé quand même. Quand on forme une famille, bon, on a autre chose quand même à penser à ce qu'on a subi. Donc je crois que j'ai repris la vie normalement, il fallait que je travaille, vous savez. 15 jours après mon retour, je m'ai pris 15 jours de congé parce que c'est ce qu'on nous donnait à l'époque, quand on rentrait. Et puis je cherchais du travail pendant ces 15 jours. Parce que pour vivre, malheureusement, il faut travailler encore. Ah, certainement pas. Vous savez, on me donne même l'ordre, si ça revenait, est-ce que vous seriez d'accord pour reprendre le machin? Non, à mon âge, je ne sais pas que toute personne me le demanderait. Mais je voudrais être jeune parce que je ferais la même chose, ça c'est sûr. Non, ça n'a pas... Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire, et donc je ne vois pas pourquoi j'aurais des remords.